Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes. La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle. Sortir du capitalisme, le podcast pour une critique émancipatrice du capitalisme. Et donc nous sommes sur une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une discussion autour des théories marxiennes et des études postcoloniales. Et pour parler du débat entre les théories marxiennes d'une part et les études postcoloniales d'autre part, nous sommes avec Kolja Lindner, qui est maître de conférence en théorie politique allemande à l'université Paris 8 et qui est sur ce sujet éditeur avec les éditions La Symétrie de Le Dernier Marx, qui est paru en 2019. Et il est également auteur de plusieurs articles sur ce sujet qu'on retrouvera sur la page de l'émission. Donc bonjour Kolja. Bonjour. Alors merci beaucoup du coup d'avoir accepté notre invitation. On pensait que c'était particulièrement utile de t'avoir parce que il nous semble que tu es une des rares personnes qui essaye de dépasser un certain débat stérile entre d'une part un marxisme orthodoxe arc-bouté sur une espèce de vulgate largement eurocentrique, qui est incarné dans une certaine mesure par Vivek Schieber, donc qui est l'auteur d'un ouvrage sur le sujet qui s'appelle La théorie postcoloniale et le spectre du capital, aux éditions La Symétrie en 2018, qui certes tente de dialoguer avec les études postcoloniales et en particulier les subaltern studies, mais qui le fait d'une manière qui, si elle pointe justement certaines limites des études postcoloniales et notamment des subaltern studies, le fait d'une manière parfois un peu caricaturale et sans autocritique de la théorie marxienne. Et c'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup, justement, l'importance pour la théorie marxienne d'être autocritique et aussi d'être capable d'engager un débat fécond avec les études postcoloniales qui, il est vrai, et tu le fais remarquer, n'ont pas toujours eu un dialogue très honnête avec la théorie marxienne, en réduisant celle-ci principalement aux écrits de Marx sur l'Inde de 1853, où effectivement Marx est très eurocentrique. Il n'est pas raciste, mais disons, il défend la colonisation indienne. Finalement, il reprend la vision des colonisateurs, même s'il n'a pas derrière de projet politique, même s'il défend pas non plus la colonisation comme une fin en soi. Mais du coup, il nous semblait que voilà, dans tes différents articles et dans ta préface au Dernier Marx, tu essayais d'engager un débat, faire se rencontrer les études postcoloniales d'une part et la théorie marxienne d'autre part. D'une part, en essayant de partir de la trajectoire du Dernier Marx qui progressivement remet en question un certain nombre de présupposés de sa vision du monde des années 1850 qui étaient éminemment problématiques et eurocentriques. Et d'autre part, tu montres aussi en quoi est-ce que les études postcoloniales peuvent permettre à la théorie marxienne du capitalisme de se complexifier et d'être moins eurocentrique. Donc peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer quelle est la trajectoire de Marx sur la question précisément de l'eurocentrisme et en quoi est-ce que Marx au départ est eurocentrique? Qu'est-ce que l'eurocentrisme d'ailleurs, pour commencer? Et en quoi est-ce que progressivement il va réussir à remettre en cause une partie de son eurocentrisme sans pour autant que faire de Marx un théoricien accompli postcolonial, comme parfois
certains marxistes ont voulu faire de lui, par exemple, Kevin Anderson dans Marx aux Antipodes. Hmm. Mais alors, tout à fait, le problème, et tu l'as bien résumé, me semble-t-il, vient un peu des deux côtés, hein, de cette mésentente entre marxisme ou études marxiennes et études postcoloniales, qui sont beaucoup liées à des images ou des réceptions un peu lancunières qu'ont ces deux champs théoriques et qui sont aussi des champs politiques, évidemment. Alors, pour ce qui est la question de l'eurocentrisme de Marx, c'est assez intéressant de regarder un peu ce qui est reproché à Marx dans tout un ensemble d'écrits d'études postcoloniales. Et quand on fait un bilan de ces critiques, alors tout d'abord, on se rend compte que les auteurs ne parlent pas forcément toujours de la même chose. Moi, j'en ai conclu qu'en fait, il y a plusieurs dimensions de l'eurocentrisme qu'il faut distinguer. Pour aller vite, j'ai dit on peut différencier 4 dimensions. Une première dimension, elle est très très banale ou très basique, disons, c'est une espèce d'ethnocentrisme qui considère la supériorité des sociétés occidentales sur à peu près tous les plans, hein, scientifiques, économiques, social, militaire, etc. etc. hein. Selon les auteurs historiques qui ont défendu ce modèle, ça peut prendre des formes différentes. Dans le pire des cas, c'est un discours carrément racial. On va dire, bon, la supériorité européenne vient d'une race supérieure. Il y a une deuxième dimension qui est très très populaire dans les études postcoloniales, qui est liée à l'œuvre d'Edward Said, à sa critique de ce qu'il appelle l'orientalisme. Et l'orientalisme, pour Said, c'est une discussion, c'est une formation discursive qui en fait peint une certaine image de toute une région du monde qu'on appelle Orient, hein, mais qui est proprement construite dans ce discours, hein, qui est homogénéisée, qui est fonctionnalisée. Et en fait, la thèse de Saïd, c'est de dire cette image qu'on dresse de cette région du monde, c'est en quelque sorte un reflet d'une perception de soi-même. Donc là aussi, cette idée de l'Europe est supérieure et projette en quelque sorte tout ce qui est inférieur en dehors de l'Europe. Et notamment sur cette région moyen-orientale qui est l'Orient. Une troisième dimension qu'on trouve aussi très critiquée dans les études postcoloniales, c'est ce que j'appellerais une pensée de l'évolution pseudo-universaliste, qui est en gros cette idée de l'évolution historique qui trouve un peu son modèle dans l'Europe occidentale et qui devrait se passer de la même manière dans les autres régions du monde. Ça devient très très important quand on regarde notamment comment Marx il a conçu la naissance du capitalisme en Europe occidentale et comment les différents auteurs ont saisi la naissance du capitalisme dans le monde non occidental. Donc ça, c'est une troisième dimension qui touche à cette question-là. Et une dernière dimension qui est dernièrement mise en avant, notamment par un courant qui se revendique de l'histoire globale et qui souligne les interactions entre le monde européen et le monde extra-européen. Et non seulement les interactions, mais l'influence qu'aurait eu le monde non occidental sur les développements historiques du monde occidental. Donc c'est non seulement souligner de manière un peu innocente, hein, on a envie de dire, ces interactions, mais de dire il se passe quelque chose dans ces interactions. Il y a une espèce de formation rétrospective de ces sociétés. Et en partant uniquement de l'analyse des sociétés occidentales, on raterait complètement cette espèce de négociation qui se fait entre deux sphères. Donc voilà, ça c'est ces 4 dimensions qui sont régulièrement évoquées dans les critiques de Marx. Et en fait, et c'est un peu à ça que je me suis livré,
quand on s'intéresse au cours de l'œuvre de Marx, on voit qu'en fait, il y a un dépassement successif de ces 4 dimensions. Le premier Marx, celui que tu as mentionné dans ton introduction, des années 1850, même si c'est pas tout à fait le premier Marx, mais disons le premier Marx qui s'intéresse aux affaires globales, de manière plus précise, on trouve toutes ces dimensions de l'eurocentrisme. C'est notamment dans sa description de la société indienne, qui serait une société stagnante, qui serait caractérisée par tout un ensemble de structures sociales, par rapport auxquelles l'Europe occidentale représenterait un progrès, et non seulement représenterait un progrès, mais aurait la mission historique d'introduire ces rapports sociaux existants en Europe occidentale dans le monde non occidental pour pouvoir faire progresser ces sociétés vers un modèle occidental. Il le dit explicitement dans les écrits sur le colonialisme britannique en Inde de 1853. L'idée est cette société va aller en avant avec l'introduction d'un modèle de société occidentale. Et ce n'est pas parce que Marx est particulièrement fan du modèle occidental, mais parce qu'il a une considération stratégique derrière. Et la considération stratégique qui est derrière, c'est de dire, si on a des rapports sociaux comme en Europe occidentale, on aurait une classe ouvrière qui, au final, va pouvoir faire la révolution. Donc voilà, il y a un intérêt politique derrière de saisir les choses ainsi. Toute cette conception va, au cours de l'œuvre, radicalement changer, sous influence de choses très très différentes, mais je prendrai que 2 exemples qui sont très très marquants. Le premier, c'est une analyse beaucoup plus réaliste que Marx va réaliser à partir de la fin des années 1860, analyse plus réaliste du fait colonial. Alors le colonialisme, dont les articles que je viens de citer, des années 1850, est vraiment perçu comme un outil pour universaliser un certain ordre sociétal. Donc l'idée derrière est de dire, quand les colons britanniques arrivent en Inde, ils vont construire une société semblable à la leur en Inde. Introduction des mêmes rapports sociaux, introduction des mêmes processus économiques, etc. Et Marx va se rendre compte, à la fin des années 1860, au début des années 1870, que le colonialisme n'est pas du tout ça. Il n'est pas du tout ça, et c'est ce qu'il réalise à partir de l'exemple irlandais. C'est un cas d'un régime colonial qui est beaucoup plus proche de là où il habite, en Grande-Bretagne, et donc il voit beaucoup plus clair sur cet exemple-là, et il va réaliser que le colonialisme est plutôt une exploitation brutale des terres colonisées avec aucune perspective de progrès, comme il a encore pu le penser dans les années 1850. Donc ça, c'est la première rupture, et pour finir, j'évoquerai brièvement la deuxième. La deuxième, c'est qu'il va se rendre compte, et c'est notamment dans les écrits tardifs, que les sociétés non occidentales témoignent de tout un ensemble de structures sociales qui sont intéressants dans une perspective d'émancipation communiste. Donc, il n'y a pas du tout nécessité historique de passer par une formation sociale comparable à la société occidentale pour éventuellement trouver des points d'appui dans ces sociétés pour arriver à l'émancipation humaine. Donc voilà, ce sont 2 basculements très très importants qui se font au cours de l'œuvre et qui sont, pour une très très bonne partie, ignorés par les études postcoloniales, d'où vient souvent leur image un peu caricaturale de ce que Marx a pu dire dans les années 1850 sans considérer qu'il y a un développement de sa pensée. Oui, et d'ailleurs, le problème se trouve aussi du côté des théories marxiennes et marxistes, puisque
d'une part, une grande partie du marxisme continue d'ignorer voilà, le dernier Marx, hein, et notamment sa remise en cause de l'idée qu'il faudrait passer par les différents modes de production, c'est-à-dire le féodalisme, puis le capitalisme, puis le socialisme, et pour arriver au communisme. Et cette idée est remise en cause d'une certaine manière par Marx dans sa lettre à Vera Zasulich à la fin des années 1870, puisqu'il considère que la commune russe peut être le point de départ de la construction du communisme sans nécessairement passer par le socialisme. Mais d'autre part, certains marxistes ont bien pris en compte cette évolution de Marx. Par exemple, Kevin Anderson dans Marx aux Antipodes, paru aux éditions Sileps. Mais le problème, comme tu le fais bien remarquer dans tes articles, c'est qu'ils prennent ce qui est chez Marx des intuitions éparses et qui peuvent être le point de départ d'un dépassement dans la théorie marxienne de l'eurocentrisme, comme une espèce de théorie achevée. Ce qui est d'ailleurs le problème un peu général du marxisme, de considérer que l'œuvre de Marx est une œuvre achevée, alors que je pense que ce que tu dis dans tes articles, c'est que Marx, certes, dépasse l'eurocentrisme progressivement à la fin de sa vie, mais qu'il ne faut pas considérer ça comme une théorie achevée, notamment, ça c'est un point sur lequel tu insistes, notamment parce que Marx n'a pas encore de théorie, entre guillemets, intersectionnelle. C'est-à-dire qu'il ne considère pas encore le fait que les rapports sociaux de genre, de classe, racistes, etc., en fait, voilà, s'entremêlent dans la réalité. Et ça, Marx n'a pas encore conscience de ça. Et c'est pour ça que dans ton introduction du dernier Marx, par exemple, tu dis que certes, les recherches, par exemple, d'une chercheuse comme Heather Brown montrent que Marx n'a pas complètement ignoré la question du patriarcat, et que effectivement, à la fin de sa vie, il considérait que voilà, l'égalité entre hommes et femmes dans la société iroquoise était quelque chose de remarquable. Mais pour autant, on ne peut pas faire de Marx un penseur féministe accompli. De la même manière, on ne peut pas non plus dire que Marx est un penseur postcolonial accompli, mais effectivement, il pose quand même un certain nombre de bases qui devraient permettre à la théorie marxienne aujourd'hui, et on pourrait dire d'ailleurs même depuis 150 ans, de dépasser l'eurocentrisme dans ses différentes dimensions, que tu as rappelé, une forme d'ethnocentrisme axiologique, dans le sens où on considère que l'Occident ont les meilleures valeurs, etc. Bon, ça, on peut dire que malheureusement, la théorie marxienne pense encore largement cela. L'orientalisme, la reprise, par exemple, dans une bonne partie du marxisme, de l'idée du mode de production asiatique, montre bien que voilà, on baigne toujours dans un orientalisme, dans un Orient fantasmé, alors qu'il peut être fantasmé d'ailleurs positivement, hein, comme négativement, ça reste de l'orientalisme. Et puis, les deux derniers aspects dont tu as parlé, peut-être qu'il faudrait revenir dessus brièvement, parce que c'est peut-être les plus techniques. C'est évidemment la question que Chakrabarty appelle dans Provincialiser l'Europe, la question de l'historicisme. C'est-à-dire l'idée qui est vraiment centrale dans la pensée marxienne, que l'histoire est faite de la succession de modes de production avec le développement des forces productives comme moteur de l'histoire, du progrès et donc des conditions de possibilité du communisme. Et donc, ça, c'est une vision qui semble partagée par à peu près tous les penseurs marxiens, mais comme tu le dis, Marx voilà, remet en cause, même s'il n'a pas encore conscience de l'implication pour sa théorie de ça, ce point vraiment central dans sa lettre à Vera Zasulich. Oui, alors tu évoques plusieurs choses, peut-être pour les traiter dans l'ordre.
Oui, alors j'ai ressenti une certaine frustration en finissant le livre de Kevin Anderson, hein, qui reste un livre assez impressionnant parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait donc Marx aux antipodes, Marx at the Margins en anglais, qui est quand même quelqu'un de très rigoureux, qui a beaucoup étudié le texte, qui illustre tout ce basculement qui s'opère au cours de l'œuvre de Marx, mais qui à la fin, justement, conclut que Marx serait devenu un théoricien de l'intersectionnalité et qu'on pourrait quasiment directement profiter de ses études ethnologiques de la fin de sa vie pour expliquer, par exemple, les révoltes des quartiers populaires en France. Hein, il y a vraiment une allusion comme ça qui fait à la fin de son livre. Et moi, je suis un peu frustré par rapport à ce genre de diagnostic, parce que je trouve que c'est un peu faire du marxisme un espèce d'outil omnipotent qui est en fait une pensée un peu stérile parce qu'il ne peut plus y avoir d'invention théorique parce que tout était dit par le maître. Hein. Bon, c'est pas toujours dit comme ça, mais cette idée prévaut quand même dans beaucoup d'écrits marxistes. Et c'est d'autant plus dommage, si je puis dire, parce que Marx lui-même était très très opposé à ce genre de procédé, de faire d'une pensée une doctrine. Hein. C'est quelqu'un qui a, au cours de toute sa vie, été un chercheur curieux, ouvert d'esprit, qui voulait intégrer des nouvelles connaissances. Tout son apprentissage du russe à partir de la fin des années 1860 témoigne justement de cette ouverture d'esprit, parce qu'il voulait comprendre concrètement ce qui se passe dans le monde non occidental. Et du coup, cette manière de faire de quelqu'un un penseur qui, soi-disant, aurait tout considéré, est à mon avis proprement étranger à la pensée de Marx. Et on sait très bien que les premiers militants ou théoriciens qui se sont revendiqués marxistes naissent à la fin de la vie de Marx. Et quand Marx il entend qu'il y a maintenant des gens qui se revendiquent marxistes, il a cette belle phrase qu'on connaît d'une lettre d'Engels, où il va dire, après tout ce que je sais, je ne suis pas marxiste. Et du coup, je pense que cette manière de faire, de dire, bah voilà, Marx, le dernier Marx, qui est certes plus sympa que le premier, est plus conscient des différents rapports de domination et de leur intersectionnalité, si on veut dire, serait déjà à un niveau de réflexivité qu'ont acquéri aujourd'hui les théories de l'intersectionnalité, est à mon avis profondément contraire à une manière de faire de la théorie et de la science selon Marx. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette histoire du basculement de sa propre théorie et de sa conception du progrès. Alors, quand on regarde notamment dans l'introduction de 1859, c'est là où il y a la forme la plus pure, j'ai envie de dire, de cette conception du progrès linéaire dans l'histoire. On y lit que, je viens de retrouver la citation, à grands traits, on peut distinguer comme époque progressive de la formation économique de la société les modes de production asiatiques, antiques, féodales et le mode de production bourgeois moderne. Et ça, c'est une conception de l'histoire qui s'est, comme tu dis très justement, maintenue dans beaucoup, beaucoup de discours, beaucoup d'approches marxistes, en quelque sorte comme une garantie du cours de l'histoire. Hein. On va passer d'un stade à l'autre, et effectivement, le dernier stade, et c'est Staline qui l'a de manière très, très marquante, l'a canonisé comme ce modèle à 5 stades, où au final, il y aurait le stade du communisme. D'ailleurs, en évacuant le mode de production asiatique qui était un peu au contraire à ce modèle de progression linéaire, qui du coup a fait qu'une bonne partie
des opposants politiques et théoriques du stalinisme ont, en Union soviétique, essayé de valoriser ce modèle de mode de production asiatique. Même s'il était lui-même limité et eurocentrique, voilà. Tout à fait, tout à fait. Donc il y a une très très bonne étude d'un collègue allemand, Reinhard Kössler, sur cette question, qui montre en fait ce débat un peu stratégique, mais qui au final est un débat politique à la base, et qui du coup va prendre appui sur le mode de production asiatique. Bref, mais tout ça juste en parenthèse. Le grand basculement qui s'opère, notamment à la fin de la vie de Marx, c'est qu'il ne croit plus à cette progression de l'histoire selon le modèle selon lequel il y aurait ces différentes étapes. Et il le dit très très explicitement avec différents mots qu'il utilise, notamment dans sa correspondance avec Vera Sasulic. Il dit que la société, par exemple, que la société future serait une réviviscence de la société ancienne. Elle serait en quelque sorte une forme supérieure de la société ancienne. L'émancipation prendrait appui sur les sociétés archaïques, etc., etc. Donc il y a tout un ensemble de vocabulaire qui est mobilisé pour décrire qu'en fait l'histoire est beaucoup plus contingente que un déroulement par étapes. Et surtout, on ne peut pas du tout développer un modèle de l'histoire qui serait universel à tout un ensemble de régions différents. Donc ça, c'est une idée très très forte. Et donc cette correspondance avec Sasulic, elle est notamment une des raisons pour laquelle elle est connue, c'est cela. Mais alors ce qu'on a fait avec ce livre sur le dernier Marx, avec les éditions de la Symétrie, c'est de montrer que ce n'est pas juste une lettre, mais qu'il y a tout un mouvement de pensée des 15 dernières années de la vie de Marx qui nourrit cette idée de la valeur politique et sociale des sociétés archaïques. C'est intéressant que tu dises que le dernier Marx revalorise finalement l'idée de contingence, puisque c'est quelque chose qui va contre quelque chose qu'on associe généralement à la théorie marxienne, c'est-à-dire une forme de déterminisme absolu. Et en ce sens-là, Marx se rapprochait de l'insistance des études postcoloniales sur le fait que, certes, il y a des structures, mais qu'il y a également de l'agency. Alors même si, évidemment, dans une partie des études postcoloniales, ça a dérivé en une sorte de négation des structures, mais on peut voir que dans le dernier Marx, il y a une insistance sur le fait que, même si c'est déjà ce qu'il disait, hein, que voilà, les hommes font leur propre histoire, même si c'est pas dans les conditions qu'ils ont librement choisies. Mais je trouve que c'est intéressant que dans le dernier Marx, il y a l'idée que voilà, les êtres humains peuvent, entre guillemets, prendre les choses en main et pas simplement se plier au déterminisme de l'histoire. Et ça a évidemment une dimension politique forte, puisque comme tu le montres dans le dernier Marx et aussi Urs Lindner à la fin du livre, le dernier Marx c'est aussi un Marx qui change un petit peu de conception politique, dans le sens où c'est un Marx qui est moins tourné exclusivement vers la question du parti, de l'organisation centralisée, mais qui s'intéresse à la question de la démocratie directe, de l'auto-organisation, des mandats, que ce soit au niveau de la Commune de Paris, mais aussi, comme tu l'as brièvement évoqué, au niveau de ces notes ethnologiques sur voilà, les Iroquois. Même si il faut bien dire que, évidemment, que Marx reste dans la pensée de son époque, c'est-à-dire que les écrits de Morgan restent empreints d'un évolutionnisme. C'est pour ça d'ailleurs que on parle de société archaïque, ce qui aujourd'hui est remis en cause, puisque on peut pas dire qu'il y a différents stades des sociétés, simplement les sociétés évoluent de manière spécifique, mais aussi de manière combinée et inégale.
C'est un aspect dont on pourrait discuter. Mais est-ce que tu peux revenir du coup sur la nouvelle conception que Marx commence à avoir dans les années 70 du changement politique, de l'agentivité des classes populaires, et y compris des classes populaires non occidentales, puisque un aspect sur lequel tu insistes, c'est que Marx considère que la révolution n'est pas obligée de partir du centre du capitalisme, mais qu'elle peut aussi partir des périphéries, que ce soit de Russie, et même il envisage que la révolution mondiale pourrait partir d'Irlande. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette dimension politique du dernier Marx, qui semble intéressante, tout en le liant aussi à ces observations ethnologiques? Alors tout à fait. Peut-être tout d'abord un premier mot sur ce que tu as dit en tout début de ton intervention, parce qu'il me semble que il est important de souligner, comme tu l'as fait, que évidemment cette réflexion sur la contingence ne va pas ensemble avec un rejet de tout le travail catégoriel d'analyse des structures que Marx opère, notamment dans sa critique de l'économie politique. Et il me semble que là, et je pense que Vivek Shiba, il a bien raison d'émettre une critique à cet égard aux études postcoloniales, de dire que au final la réalité sociale du monde occidental serait complètement différente de celle de l'Occident, devrait mener à un rejet de ces catégories marxiennes, notamment développées dans la critique de l'économie politique, qui auraient aucune pertinence pour l'analyse de ces sociétés-là. Et ça bascule dans les études postcoloniales, comme Vivek Shiba le montre bien, dans la valorisation de catégories très fumeuses comme le fragment ou la religion ou encore la psychologie des subalternes, qui seraient du coup à prendre en considération pour comprendre l'histoire des sociétés non occidentales. Je pense au contraire, et avec Schieber, même si je suis pas d'accord avec sa manière de présenter Marx et le marxisme, mais sur certains points au moins. Mais je pense que il a raison de rappeler que l'outil conceptuel lequel nous fournit la critique de l'économie politique de Marx est un outil qui est capable de saisir des réalités sociales bien différentes dès que on peut constater un certain nombre de facteurs, comme par exemple la dépendance des marchés, des acteurs économiques, l'exploitation de la force de travail, etc., etc. Même si il y a effectivement des discussions à avoir sur ces différents catégories. Mais voilà, c'est de dire on ne peut pas jeter à la poubelle tout un ensemble de catégories qui émanent de la critique de l'économie. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette question de la politique dans l'œuvre du dernier Marx. Alors là aussi, il est intéressant, à mon avis, de regarder un peu le cours de l'œuvre. Parce qu'il y a un premier Marx, et c'est notamment Miguel Abansour qui a beaucoup insisté sur cela. Il y a un premier Marx qui est déjà assez démocratique, qui valorise en fait la démocratie comme une espèce de lutte ouverte sur l'institution de la société. Cette tendance disparaît un peu au milieu de l'œuvre de Marx, et elle fait place à une conception que Urs Lindner, que tu évoquais, qui a contribué avec un très joli texte à cet ouvrage sur le dernier Marx, que Urs Lindner appelle une conception jacobine de la politique, où en fait la classe ouvrière devrait simplement s'approprier les structures étatiques existantes pour en faire leur propre outil. Ce sont des idées qui sont un peu présentes chez Marx dans les années 50 notamment. Et quand on regarde le dernier Marx, c'est tout le contraire. Il va y avoir, notamment dans ses écrits sur la Commune, et là aussi c'est pas le hasard, c'est vraiment une réalité vécue, même si Marx n'a pas été sur place, mais il a suivi de très près ce qui se passait au moment de la Commune de Paris.
où il va en fait élargir sa réflexion sur la politique en identifiant tout un ensemble de structures qui, pour lui, devraient caractériser les sociétés émancipées de la domination du capital. Il y a, ça c'est très très connu dans la guerre civile en France, des passages où il revient sur comment la commune s'est organisée politiquement. Donc il y a le suffrage universel, il y a le mandat impératif, il y a la révocabilité des mandatés. Donc voilà, il y a tout un ensemble de structures politiques qui, selon le dernier Marx, seraient à mettre en place, et qui d'ailleurs trouvent en partie, c'est ce qu'il dit à partir de l'étude de Morgan sur les Amérindiens, qui trouvent déjà en quelque sorte une première manifestation historique dans les sociétés qu'on appelle, voilà, tu as bien souligné le problème de ce terme, mais qu'on appelle encore à l'époque de Morgan, société archaïque. C'est le titre de son ouvrage, La société archaïque. Donc, où Marx va se rendre compte, à partir des écrits de Morgan, que les Amérindiens avaient déjà des espèces de conseils représentatifs, avaient déjà des manières de prendre des décisions démocratiques qui seraient à considérer quand on veut construire une société autre. Donc voilà, c'est cette fibre-là qui est présente chez le dernier Marx et qui en fait va ensemble avec une réflexion propre sur ce que c'est la politique. Donc si on revient un peu en arrière dans l'œuvre, on a cette tendance chez Marx de dire bon voilà, la politique c'est juste quelque chose qui est un peu annexé au vrai développement entre guillemets historique, et en fait c'est ce vrai développement historique, notamment des forces productives et de la contradiction entre les forces productives et les rapports de production, qui garantirait en quelque sorte une bonne fin de l'histoire, une bonne fin politiquement. Donc c'est ce qu'il dit dans les années 40 quand il décrit le communisme comme le mouvement réel qui ferait changer les choses. Donc c'est en quelque sorte chez ce Marx-là un refus de considération explicitement politique, parce que le politique veut dire les choses sont ouvertes, le développement historique est ouvert, et c'est une lutte entre différents acteurs pour imposer leur conception de la société. Et le dernier Marx, il est très sensible à ça, il va casser ce regard, ou il va dépasser ce regard qu'il avait dans les années 1840 pour arriver à une conception plus politique. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire, puisque on voit comment est-ce que finalement le dernier Marx se décale assez largement quand même de l'image qu'on a de Marx et de ce qu'on a retenu de Marx dans la plupart du marxisme. Et donc là-dessus, on invite vraiment les auditeurs et les auditrices à lire justement le livre paru aux éditions La Symétrie en 2019, donc le dernier Marx, où on a à la fois des écrits de Marx qui montrent ses mutations à la fin de sa vie et des très bons articles sur ce sujet, notamment l'article de Brendan O'Leary sur Marx et l'Inde, qui est très intéressant, aussi celui de Urs Lindner. Peut-être maintenant, pour justement revenir à la théorie marxienne telle qu'elle se fait aujourd'hui, et qui, elle, s'est assez peu inspirée du dernier Marx, on peut revenir sur voilà, Schibert que tu évoquais au début de ton intervention, et qui semble assez symptomatique des limites du marxisme sur un certain nombre de points. Bon, alors évidemment, sur le plan politique, on sait que Schibert est un léniniste de la pire espèce, donc je passe assez rapidement là-dessus, même si je pense que c'est assez révélateur. Et il est vraiment caractéristique de ce dont tu parles dans un de tes articles et que tu as évoqué dans l'émission. C'est une forme de prétention du marxisme à une espèce d'omnipotence théorique, et ce qui exclut le pluralisme d'une part, et notamment par exemple les études postcoloniales, les théories intersectionnelles, etc. Et d'autre part, l'autocritique que pourtant Marx avait fait lui-même et qui lui avait permis d'avancer
au cours de sa vie. Et dans ton article, plus précisément sur Schibert, qui est particulièrement intéressant, qui s'appelle donc Théorie postcoloniale et le spectre de Marx à propos du marxisme de Vivek Schibert, qui était paru dans Actuel Marx en 2017. Tu critiques Schibert sur un certain nombre de points. Tu dis que, évidemment, globalement, Schibert a emporté le débat, parce que voilà, c'est quand même un travail impressionnant, hein, il faut quand même bien le dire, même si finalement c'est avant tout une critique des subaltern studies et pas des études postcoloniales en général. Puis effectivement, les adversaires de Schibert lui ont opposé des arguments relativement faibles. Pour avoir lu un petit peu le débat, qu'on retrouve en français sur le site subalterne.com, donc qui est le site des éditions Asymétrie consacré au livre de Vivek Schibert, ou dans The Debate on Postcolonial Theory and the Spectre of Capital, donc qui est paru aux éditions Verso en 2016, on voit que globalement les critiques qui sont opposées à Schibert, certaines sont intéressantes, mais que globalement ça n'atteint pas le cœur de son argument. Mais dans ton article, tu essayes de pointer un certain nombre de limites de Schibert qui me semblent salutaires, parce qu'il ne faudrait pas qu'on ressorte de ce débat. Alors évidemment, il ne faudrait pas ressortir de ce débat en rejetant complètement Schibert, mais il ne faudrait pas non plus ressortir de ce débat en rejetant complètement les études postcoloniales, en se satisfaisant d'une espèce d'autoglorification du marxisme, sans voir le fait qu'en fait, il y a un certain nombre de limites qui certes peut-être sont mal critiquées par les post-colonial studies, les études postcoloniales, mais qui néanmoins méritent notre attention. J'en vois principalement 3 des limites de Schibert. 1, le fait que globalement, il n'arrive pas vraiment à penser la pluralité des formes d'exploitation et de domination. Il n'y a pas de pensée intersectionnelle, il n'y a pas de pensée non plus vraiment convaincante chez Schibert des formes d'exploitation non salariales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, globalement, chez Schibert, même s'il admet que tout ne se réduit pas au capitalisme, globalement, il n'arrive pas trop à penser les formations sociales non capitalistes, par exemple. Et puis le troisième point, c'est évidemment sa théorie universaliste des intérêts, qui me semble vraiment très, très réductrice. Alors en effet, pour juste mentionner un point ou développer un point un tout petit peu qui est très symptomatique de cette incapacité dans un certain discours marxiste de faire l'autocritique de sa propre conception ou de son propre champ théorique, c'est ce point du travail doublement libre, comme le dit Marx. Alors juste pour rappeler un peu ce qui est l'enjeu du débat, Marx, dans le premier volume du Capital, stipule que le travailleur sous le capital est un travailleur libre d'un double point de vue, donc c'est en quelque sorte une ironie, hein, libre parce que c'est une personne libre qui disposerait librement de sa force de travail, donc pourrait la vendre librement comme marchandise sur le marché. Et deuxièmement, libre parce que libéré de tout moyen de production. Donc là, libéré, c'est évidemment ironique. Et Marx dit, voilà le travailleur sous le capital. Alors, ça, c'est évidemment quelque chose qui a attiré beaucoup de critiques des études postcoloniales, à juste titre, parce qu'on ne trouve pas cette forme du travailleur doublement libre en dehors de l'Europe, et même pour la période sur laquelle écrit Marx, cette figure du travailleur doublement libre est très 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 douteuse. Alors les historiens et les historiennes du travail ont beaucoup insisté sur l'absence de ce travail libre, même au cœur du capitalisme anglais, hein, où dans les usines, on recourait beaucoup à du travail non payé, fourni par les femmes, les enfants, etc., etc. Donc, cette conception est hautement problématique. Et qu'est-ce que fait Shiba, du coup, de cette conception? Il dit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que ce qui est important pour la théorie marxienne, c'est de dire que les acteurs économiques dépendent du marché. C'est la mise en valeur de leurs produits de travail sur le marché. Que ce soit un travail libre ou non libre, importe pas.
Je pense qu'il a raison, sauf que le problème est que c'est une révision quand même assez fondamentale de ce que dit Marx. Donc du coup, on pourra dire, bah, c'est pas grave. Marx, il n'a pas été omnipuissant, il n'a pas pu voir certaines réalités sociales. On voit beaucoup plus de choses aujourd'hui, la recherche sur le travail a progressé. On pourra aussi questionner l'objet même du capital. L'objet même du capital me paraît être beaucoup plus l'histoire théorique du capital que l'histoire empirique du travail. Bah, voilà, c'est des choses qu'on peut constater et sur lesquelles il faut, à mon avis, être critique. Où il faut nourrir la recherche qu'a commencé Marx par d'autres recherches qui l'ont suivi. Si on déclare uniquement comme le fait Schieber, nous n'avons aucun problème parce que nous sommes tout à fait capables, avec l'outil théorique que nous fournit Marx, de saisir les réalités du capitalisme dans le monde non occidental. J'ai envie de dire, c'est un peu malhonnête. Et c'est un refus de faire une autocritique. Et ça, c'est vraiment, si c'était que Schieber, ça ne nous intéresserait pas. Mais c'est quand même un trait assez fondamental d'une tradition marxiste qui est malheureusement très, 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 très imprégnante et qui pèse encore aujourd'hui beaucoup dans des études qui se revendiquent du marxisme. Et c'est pour ça que je pense que on devrait adopter politiquement et théoriquement une attitude beaucoup plus ouverte, pluraliste, ce qui ne veut pas évidemment dire relativiste, mais ouverte au dialogue, ouverte aux connaissances qui sont produites dans d'autres champs de la critique sociale et des analyses sociologiques. Et s'inspirer de ce qu'on a à apprendre des études postcoloniales, du féminisme, de tout un ensemble de recherches critiques. Oui, je pense que tu as raison, effectivement, de rappeler qu'il y a une certaine malhonnêteté chez Schieber qui, dans un autre cas aussi, va dire mais en fait, ce n'est pas un problème puisque Marx l'avait déjà dit. C'est le cas de la question de l'émergence du capitalisme, sur lequel on a déjà consacré 2 émissions, donc on ne reviendra pas dessus. Mais simplement, il prend le fait que le marxisme politique a une vision de l'émergence du capitalisme qui effectivement ne fait pas du capitalisme une espèce de nécessité de l'histoire qui adviendrait par le simple progrès de la commercialisation et le développement des forces productives, mais comme le produit relativement contingent des luttes de classe en Angleterre. Certes, effectivement, le marxisme politique échappe en partie aux reproches que peuvent faire les études postcoloniales de ce que Chakrabarty appelle voilà, l'historicisme, c'est-à-dire voilà, une conception de l'histoire téléologique, avec une succession de stades, un moteur objectif de l'histoire, etc. Mais d'une part, le marxisme politique, ce n'est pas Marx. D'ailleurs, le marxisme politique rompt en partie avec Marx, même s'il s'inspire d'une partie de l'œuvre de Marx. Mais comme tu le dis bien, Marx, même dans le Capital, reste dans une vision quand même de l'émergence du capitalisme, où c'est quand même l'Angleterre qui effectivement y va le premier, mais ça annonce entre guillemets l'avenir des autres pays capitalistes. Ce qui ne pense pas, ce que ensuite on a appelé dans la théorie marxienne le développement inégal et combiné, c'est-à-dire le fait que en fait, le capitalisme ne naît jamais de la même manière, puisqu'il naît en combinaison avec un autre capitalisme existant, en fonction d'une dynamique pré-capitaliste propre, en interaction avec d'autres sociétés non capitalistes, etc., etc. Même si là-dessus, il faudrait bien dire que le marxisme politique reste largement eurocentrique. Ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et que d'autre part, la théorie du développement inégal et combiné, que Schieber mentionne d'ailleurs au passage pour dire le marxisme n'est pas eurocentrique, regardez, il y a la théorie du développement inégal et combiné, alors qu'il le fait en plus très rapidement. La théorie du développement inégal et combiné elle-même n'est pas exempte d'eurocentrisme. D'ailleurs, le terme même de développement pose problème. Il faudrait plutôt parler, si on veut garder cette théorie, de trajectoire inégale et combinée, ou de dynamique inégale et combinée, même si là, le problème, c'est que du coup, il y aurait des sociétés plus ou moins dynamiques. Enfin, bref, que clairement, Marx et le marxisme n'ont pas encore résolu la question de l'eurocentrisme dans l'approche de l'histoire du capitalisme, de son émergence et de sa dynamique. Et puis, comme tu disais très bien pour finir,
la théorie marxienne a énormément de choses à apprendre des théorisations des autres formes de domination sociale que celle de classe, et notamment de caste, de genre, de race, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose voilà, que tu mets en avant dans ton article sur Schibert, où tu critiques la vision de Schibert en termes d'intérêts universaux, qui fait abstraction du fait que le prolétariat, qui est vu dans le marxisme comme une espèce de sujet unifié et homogène, qui aurait des intérêts objectifs identiques, tu rappelles bien que en réalité, le prolétariat est segmenté en fonction aussi de la nationalité, du genre, de la race, etc. Et d'autre part, tu rappelles aussi que les intérêts objectifs ne font pas tout, mais qu'il y a aussi ce que toi tu appelles des intérêts éthiques. Est-ce que tu pourrais finir justement là-dessus, sur la question des intérêts? Hmm. Alors, une des thèses de Schieber, c'est de dire, en fait, ça n'a aucun sens de différencier les classes populaires comme le font les études postcoloniales, parce qu'il y a quelque chose qui unit les classes populaires partout dans le monde, et c'est un espèce de besoin objectif, hein, c'est le simple besoin de bien-être physique. Il me semble, c'est comme ça qu'il le formule à peu près. Et du coup, il s'inscrit là vraiment dans une tradition marxiste longue, à savoir celle qui évoque les intérêts objectifs de la classe ouvrière. Hein. Donc en gros, voilà, il y a cette conception qui est notamment présente dans le Marx des années 1840. Et ce que fait cette tradition marxiste, c'est de tirer de cet intérêt objectif, hein, qu'on ne pourra pas nier, personne ne voudra sa propre disparition, mais de tirer de cet intérêt objectif un intérêt qui serait plus éthique, qui prescrit des politiques qu'il faudrait objectivement adapter pour arriver à la garantie du bien-être physique de tout le monde. Et cela est évidemment problématique. Et Marx, à mon avis, déjà le jeune Marx nous fournit un outil, une idée conceptuelle qu'on pourrait mobiliser pour avoir une version beaucoup plus complexe de la chose, à savoir la distinction entre la classe pour soi et la classe en soi. Qu'est-ce que la classe pour soi? Qu'est-ce que la classe en soi? La classe pour soi, c'est la classe telle qu'elle est définie par sa position dans le processus de production capitaliste. Et la classe en soi, c'est la classe qui est politiquement consciente de son exploitation. Mais alors, cette différenciation n'a plus de sens quand il y a justement une différence entre ce qu'on pourrait appeler un intérêt positionnel, qui est lié à la position sociale, et un intérêt éthique, qui du coup introduit tout un élément de contingence, de formulation d'intérêt, de formulation de politique. Et là aussi, je pense que quand on oppose aux études postcoloniales et leur ignorance de l'objectivité de la position sociale des classes populaires en Inde, si on objecte uniquement à cette vision-là l'insistance sur cette position objective, on passe à côté de cet enjeu théorique et politique majeur qui est justement la construction de la classe en soi. Voilà, donc c'est ce qui me semble être problématique. Oui, je pense que c'est une bonne manière, effectivement de conclure, puisque, on voit que, le gros problème, des études postcoloniales comme, du marxisme orthodoxe, c'est finalement, de ne pas réussir à tenir les 2 bouts ensemble très souvent. De ne pas tenir, le bout, disons des intérêts éthiques, c'est-à-dire, du fait que, voilà, en fonction, du contexte, de l'orientation politique, etc., les individus peuvent formuler leurs intérêts d'une manière différente de l'expression entre guillemets mécanique de leurs intérêts objectifs. Et en même temps, on peut pas nier le fait qu'effectivement, il y a des intérêts positionnels. Et trop souvent, le marxisme va nier le fait qu'il n'y a pas que des intérêts objectifs. Et c'est ce qui a conduit le marxisme souvent à des grosses surprises dans l'histoire quand finalement il y a d'autres forces que simplement le déterminisme économique qui s'invite, notamment dans le cas voilà, de la montée du fascisme, du nazisme, etc., etc.
Et d'autre part, effectivement, les études postcoloniales pêchent par le fait de sous-estimer le fait que voilà, les dominés, même si effectivement ils croient à une idéologie religieuse, qu'ils ont des liens affectifs avec des dominants, etc., peuvent néanmoins se rebeller au nom de quelque chose qui ne se réduit pas à une forme de déterminisme culturel. Donc, d'une certaine manière, il s'agit de dépasser le déterminisme économique du marxisme orthodoxe ou le déterminisme culturaliste d'une certaine partie des études postcoloniales. Et je pense que cette idée de dépasser ces espèces d'apories de la pensée me semble extrêmement féconde. Et c'est pour ça que on pensait que c'était vraiment intéressant de t'inviter, puisque tu essayes justement, en ayant une approche pluraliste et ouverte de ces différents champs théoriques, entre guillemets, de prendre ce qu'il y a de meilleur dans ces théories, sans tomber pour autant dans une forme de relativisme épistémologique, puisque il y a bien des principes fondamentaux de la théorie marxienne que tu juges pertinents et difficilement dépassables, même si évidemment il s'agit sans arrêt de les questionner et de les améliorer. Oui, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire. Peut-être juste pour terminer, de dire que cette opposition frontale entre les approches marxistes et les études postcoloniales, elle vient pas de la méchanceté des individus qui défendent des positions caricaturales des deux côtés, mais c'est évidemment aussi une histoire institutionnelle et politique. Quand on regarde comment sont faits aujourd'hui les universités, comment sont forgées les institutions qui, pour la plupart, sont celles qui font naître ces discours-là, c'est des positionnements qui sont liés à des carrières universitaires, qui s'insèrent dans tout un dispositif institutionnel où différentes chapelles vont défendre leurs intérêts et leur bagage théorique. Et du coup, voilà, je voulais finir là-dessus parce que je pense qu'il ne faut pas non plus penser que c'est uniquement l'incapacité des unes et des autres de penser la différenciation, mais il y a bien une matérialité derrière et qui est souvent, malheureusement, celle d'un paysage universitaire sclérosé. Oui, c'est intéressant de finir là-dessus, puisque effectivement, on a consacré plusieurs émissions au fait que les universitaires, comme tous les membres d'ailleurs des classes moyennes salariées, font bien partie d'une classe, ont bien des intérêts de classe, et que effectivement, le fait qu'une bonne partie des universitaires s'arc-boutent sur certaines théories, en plus en fonction des différentes modes académiques, est problématique. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut réagir en balayant d'un revers de main tout ce qui est produit par le courant hégémonique dans l'université. Il ne s'agit pas de rejeter l'intégralité du post-structuralisme, par exemple, mais pour autant, il faut aussi avoir conscience, effectivement, comme tu disais, de la dimension très matérielle, en fait, de ce qui apparaît comme des simples joutes idéologiques. Donc, écoute, on te remercie beaucoup, Kolja, de nous avoir parlé et de nous avoir éclairé un petit peu sur ces questions. Du coup, on invite les auditeurs et les auditrices à lire tes différents articles qui sont éclairants et qui reviennent un peu sur les différents éléments qu'on a abordés dans l'émission, mais en approfondissant largement. Et puis après, voilà, le gros morceau, évidemment, c'est le dernier Marx que tu as coédité avec les éditions La Symétrie et qui est paru en 2019. Et puis, évidemment, pour ceux qui seraient motivés et qui n'auraient pas été découragés par notre émission, on peut également lire le livre de Vivek Schibert aux éditions La Symétrie en 2018. Donc, merci beaucoup, Kolja. Merci. Spectre.